Voilà, il y a eu une Ferrari une année en voiture support d'un athlète. Hein. C'est un vrai chemin de croix, voire c'est le fait de s'endetter personnellement ou d'endetter une partie de sa famille. Tu fais quelque chose, c'est ta course à toi, c'est pas la même promotion, c'est pas le même temps et autres, et pourtant on partage la même histoire. Parce que c'est eux qui étaient avec moi, c'est eux qui rêvaient, qui me regardaient en disant « Waouh, c'est fou ce que tu fais » et autres. Bah, c'est grâce à eux que tu réussis des choses. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Sans Limite où on parle de sport d'endurance, de triathlon et de tout ce qui s'y rapporte. On met vraiment beaucoup d'énergie pour vous proposer ces épisodes et en échange, la seule chose qu'on vous demande et qui ne vous coûte absolument rien est de nous laisser une petite note 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour nous écouter et un petit commentaire sympa. C'est pas grand chose pour vous, mais pour nous, ça nous aide énormément à faire connaître le podcast et donc à le développer pour vous proposer davantage de contenu par la suite. Allez, merci par avance et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Brice, je suis super content de t'avoir sur le podcast. Depuis le Norseman l'année dernière, 2025, on en a parlé et là je crois que mai 2026, c'est le bon moment. Donc merci de prendre le temps de me rejoindre sur le podcast pour cet épisode. Ah, ça me fait extrêmement plaisir, extrêmement, ouais, c'est le terme, extrêmement. Richard, ça me fait vraiment très plaisir d'échanger avec toi dans un podcast ou même en dehors. C'est toujours un vrai bon moment de te voir et de voilà, interagir avec toi. Vraiment, allez, faut le dire, je suis fan. J'aime te suivre parce que t'as un super parcours et puis tout simplement, tu donnes des émotions aux gens, tu les pousses à aller vers le haut. Donc, ça fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui. Bon, bah c'est super sympa, Brice. Je te remercie beaucoup. Donc nous, ouais, en fait, on s'est croisés sur le Norseman. Donc c'était il y a déjà finalement, ça fait quoi? Ça fait 3 ans maintenant. Ça va faire 3 ans. Et ensuite, on s'est recroisés, en tout cas physiquement, même si on a été en contact l'année dernière quand j'ai accompagné Tristan. Et c'est vrai que je pense que l'un des axes de cette petite discussion, ça va être de parler un petit peu de ton aventure sur le Norseman. On va pouvoir discuter un petit peu de voilà quand nous on a fait c'est quand même un des triathlons les plus mythiques finalement en tant qu'athlète. Toi maintenant, tu as une autre perception aussi parce que tu as un rôle qui est un petit peu différent avec l'orga du Norseman. Donc je pense que ça va être intéressant d'en parler. Et de manière générale, voilà, pour les personnes qui nous écoutent, connaître un petit peu ton parcours. Et justement, pour ça, si tu es d'accord avec ça, si tu peux prendre quelques minutes pour justement te présenter pour les gens qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore. Ah, top. Ouais, on s'est croisés dans l'un des hauts lieux de ma vie triathlète, euh, au Norseman. Et donc oui, bah, je suis Brice. J'ai 42 ans. Je suis originaire de France. Actuellement, je vis à Berlin. Ma compagne est allemande et puis après quelques années à avoir vécu tous les deux en France, on a décidé de s'expatrier en Allemagne. À la base, je suis né à La Réunion. J'y ai vécu les 10 premières années de ma vie, donc j'ai eu assez tôt la chance de connaître des beaux paysages, des endroits assez extraordinaires. Voilà, des choses que j'espère refaire. Et puis en termes professionnels, je travaille dans le monde bancaire depuis plusieurs années. Donc aujourd'hui, maintenant, je suis chez JP Morgan à Berlin, donc gros établissement. Et d'un point de vue sportif, je fais du sport d'endurance depuis une quinzaine d'années à peu près. Et j'ai aussi commencé ma carrière de sportif dans le domaine bancaire, parce que j'adore toujours donner l'occasion de rappeler les bonnes choses. J'ai commencé au Crédit Foncier de France. Donc il y avait une salle de sport, il y avait un club de sport à l'ancienne dans l'entreprise, pas les salles comme aujourd'hui, pas des clubs communautaires et autres, vraiment le truc à l'ancienne. Et puis à un moment donné, j'avoue, hein, je fumais beaucoup à une époque quand j'étais plus jeune, et puis j'ai arrêté. Il fallait passer d'une addiction à une autre, et bon, bah, coup de chance pour moi, c'est tombé dans le sport d'endurance. Et puis voilà, l'histoire a commencé par un collègue qui m'a dit tu fais quoi dans 3 semaines? Je suis là. Ah oui, parce que mon fils il est blessé, il peut pas faire le triathlon M de Paris, donc on a un Dostar. On t'a vu nager, on t'a vu courir, on te filera un vélo. Et puis bah je suis tombé dans la marmite et j'ai adoré ça.
Et puis depuis ce premier triathlon M, qui est sincèrement en termes de triathlon, sans nul doute, c'est pas pour toi, mais moi j'ai une mémoire de mon premier triathlon, mais un truc. Les résultats, les temps sont très loin de ce qu'il y a aujourd'hui, et puis en comparaison et ainsi de suite. Mais par contre, le plaisir. Tu te dis, tu vas faire quelque chose. Moi, ce qui m'a halluciné dans le concept du triathlon, et bon, s'il y a des personnes, les gens qui écoutent ton podcast, ils aiment ce sport-là. Mais imaginons qu'il y a quelqu'un, c'est la première fois, il monte dessus et autres. Pourquoi le triathlon? Pourquoi le triathlon? C'est parce que tu n'arrêtes pas de faire des choses nouvelles. Donc, toute ta vie de triathlète, ça sera toujours la même chose. C'est-à-dire que tu commences avec la natation, après tu as la transition, tu sais pas ce qui se passe et autres. Tu passes au vélo, tu passes à la course à pied, et à chaque fois, il y a un nouveau truc qui se passe. Genre, fantastique. Et puis à partir de là, je me suis rendu compte que j'aimais ça, et puis j'ai commencé à vouloir un peu planifier. J'ai fait mon premier half. Quelques années après, j'ai voulu faire mon premier longue distance, donc c'était le Frenchman. J'ai fait, je crois, 25 kilomètres à vélo, et puis j'ai eu un problème technique. J'avais choisi de me faire prêter une roue pleine avec des boyaux. La roue pleine avec les boyaux, le boyau, il y a eu un problème, et puis j'ai pas pu réparer. Donc bon, voilà, Ouais. simple, basique, erreur normale. Et j'y suis retourné, je l'ai terminé, le Frenchman, une année plus tard, euh, en 10h28, un truc comme ça. J'étais super content. Et je me suis inscrit en 2018 pour le Norseman. La raison, donc voilà, j'avais fait qu'un triathlon longue distance, le Frenchman, et j'avais pas de grand plan, mais j'avais entendu qu'il fallait s'inscrire au Norseman parce qu'il y avait des questions de tirage au sort, que c'était compliqué et autres. Donc plus tu t'inscrivais, plus tu avais de chances de pouvoir et autres. Donc je me suis dit bon mettons une pièce dans le jukebox et on va voir si ça marche. Ouais. Et puis ça a marché quoi. Première pièce dans le jukebox. Première fois, je gagne. directement, comme ça. Je gagne. Je gagne. Donc je te raconte pas à quel point ma vie a basculé à ce moment-là, parce que oui, je faisais du sport, oui, j'avais fait un longue distance et autres, mais j'étais pas armé. Du moins, en tout cas, moi, je pensais sincèrement que j'étais pas du tout armé pour ce challenge et autres. Et puis 2019 arrive, je fais le Norseman. Ça se passe au-delà de mes expériences. Je le fais avec un vélo de route, parce qu'à l'époque c'est la seule chose que j'avais. J'avais un petit peu bossant, j'avais réussi à choper un peu de soutien de la boutique Triathlon Store à Paris. Voilà, je m'investissais beaucoup dans la boutique, j'y allais tous les week-ends, je leur filais un coup de main, et puis bon, au final, ils m'avaient un peu sponsorisé avec quelques produits. Et je termine sur cette course-là, qui était la première fois où il y avait le championnat du monde X-Tri. Donc j'étais pas dans le classement championnat du monde. Ils étaient partis 5 minutes avant nous, donc voilà, ça c'est un truc qui existe de leur côté. Mais moi, par contre, sur l'épreuve normale, l'épreuve qui était à l'époque le Norseman, maintenant les deux sont combinés, j'avais terminé 35e. Donc j'avais fait un Solide. bon résultat. Ouais. Et donc voilà, le Covid arrive. Comme tout le monde, on s'enferme. Coup de bol, juste avant, j'avais acheté un home trainer, donc je continue à m'entraîner, et puis je me dis peut-être que je suis bon pour faire des extraits, donc je décide de faire en 2022 le Swedenman, donc c'est la même chose mais en Suède. J'y suis allé, j'ai fait la course, j'ai marché pendant 40 km parce que j'ai fait une hypo au bout de 2 km. Je crois que j'ai fait un marathon, un truc en 6 heures, 8 heures, un truc comme ça au bout de ma vie. Et donc là, je suis revenu sur Terre. Le X3, c'est pour toi, mais en fait, c'est pas pour toi. Et vu que j'avais cette énorme déception, alors que j'avais promis à ma compagne de jamais me réinscrire à un X3 parce que c'est quand même des frais, c'est compliqué, tu mets en place tout un truc. Secrètement, en 2022, je me réinscris pour le Norseman, de nouveau au tirage au sort, et en 2023, voilà. Et en 2023, là, ça s'est moins bien passé. J'ai terminé centième. C'était un peu plus compliqué. J'étais pas prêt. Je crois que j'avais trop d'entraînement et autres.
Mais par contre, en 2023, c'est passé quelque chose d'exceptionnel. C'est que j'ai découvert que, en fait, dans le triathlon, il y avait quelque chose de plus que ta performance à toi, ton développement personnel. Il y avait la possibilité d'accompagner les autres. Alors, j'ai qu'un seul regret sur 2023, et je peux le dire clairement aujourd'hui. Il y a 3 personnes que j'ai pas eu l'occasion de fortement côtoyer sur la promo 2023. Il y a toi, il y a Mathieu qui a terminé 10e, et il y a Quentin qui avait déjà terminé le Dorsman en 2022, qui faisait 2022-2023. Donc c'est les 3 personnes sur lesquelles j'ai pas eu avant l'édition la possibilité de beaucoup échanger. Mais ce qui s'est passé, c'est que en 2023, il y a une fille qui participait qui s'appelle Margot, et elle était coachée par mon ancien coach, Vincent Morizot, qui est un ancien athlète pro. Et Vincent me contacte en fin 2022, il me dit: ah, j'ai une athlète qui participe au Norseman, tu l'as fait en 2019 avec moi, tu voudrais pas lui donner quelques conseils? Et je lui dis: bah, coup de bol pour toi, je le fais aussi. Et ce qui s'est passé, j'ai intégré un groupe WhatsApp. Et au lieu de partir au Norseman en me disant c'est que des compétiteurs face à moi, il y avait un petit groupe de Français et de francophones. Je me suis dit, bah, je vais partager ce que je sais. Parce que comme tu l'as vu que tu es venu avec nous en 2023, c'est un endroit qui est très loin de tout, où les informations, bah, c'est par les vidéos, par les récits, mais bon, il y a beaucoup de questionnements. Et en 2023, bah, j'ai voulu partager moi ce que j'avais ressenti pour le faire ensemble. Et depuis 2023, je fais ça avec toutes les promos de francophones pour leur donner un peu une vision inside de quelle va être leur aventure. Et c'est devenu un vrai plaisir, quoi. Un vrai plaisir de transmettre. Comme toi, tu le fais avec ton podcast, bah moi, c'est un petit groupe WhatsApp, une visio, c'est pas très connu, mais c'est un vrai plaisir, véritablement. Plein de trucs sur lesquels j'aimerais qu'on revienne. Mais déjà, ça donne une petite vue un petit peu de voilà, ton profil, comment est-ce que tu es arrivé justement voilà, à intégrer un petit peu cet écosystème du Norseman. Si on revient un petit peu à tes débuts, donc toi, tu viens de La Réunion. Est-ce que c'est... Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même... Bon, tu as dit que tu n'étais pas fait pour ça, mais je pense quand même qu'il y a un petit truc avec les triathlons extrêmes et tout ce qui est un petit peu extrême. Est-ce que là-bas, ça a l'air quand même d'être un endroit où il y a pas mal de gens qui vont s'entraîner, ça a l'air d'être vraiment un spot pour tout ce qui est voilà, un petit peu extrême avec la diagonale et ce genre de choses-là. C'est quelque chose qui t'est passé par la tête, toi, à un moment, ou pour l'instant, c'est vraiment tri et ce genre de voilà, d'aventure qui est un peu folle aussi et qui est un peu en décalé par rapport, on va dire, à une pratique plus normale et standard. C'est quelque chose qui t'a pas encore piqué. Euh, Je l'ai pas encore fait, mais forcément c'est en haut de ma liste. Tu parles de la diagonale. Ouais. Le fait est, c'est que j'ai vu mon père quand il avait la quarantaine à La Réunion faire l'une des premières éditions. Alors c'était pas encore sur les 160, 170 kilomètres, c'était un peu plus court, c'était entre 120 et 150. Bon, c'est déjà un petit morceau, mais voilà. Ouais. Et oui, je l'ai vu, et forcément, quand tu es sur une île, il y a un truc, hein, je pense que peu importe l'endroit où tu vas, t'as un côté tellurique, t'es proche de la terre, tu vois, Ouais. tu sens que t'es entouré de l'océan, donc t'as pas le choix, donc il faut que tu t'accroches au truc et en profiter. Donc oui, c'est un truc qui me tente beaucoup, la diag par rapport à l'UTMB ou plein d'autres courses. Après, c'est malheureusement j'ai une partie de moi-même qui est compétiteur avec moi-même, et je sais pertinemment que si j'y vais, c'est pas juste pour terminer, je veux pouvoir avancer. Et à date, j'ai beaucoup de lacunes sur la technicité, quoi. J'y ai vécu pendant une dizaine d'années, mais depuis, je suis dans des grandes capitales, donc c'est un petit peu trop plat. Et puis les escaliers, malheureusement, il y a des ascenseurs pour les éviter, hein. Ouais, c'est un sport différent. Je pense que c'est, même si tu es habitué voilà, à des longues distances, là, clairement, à la fois le terrain et en plus la distance, ça nécessite voilà, un temps d'adaptation, un grand temps de préparation.
Mais ouais, écoute, quand tu as mentionné la Réunion, c'est ce que je voulais te demander, mais ça a du sens. Et alors, ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai un peu le même parcours pour ce qui est de commencer les sports d'endurance. C'est que dans le cadre du travail, bah, il y avait une salle de sport. Et au bout d'un moment, tu vois des gens y aller. Toi, tu es là, c'est sur ton bureau, tu fais des heures pas possibles et tu te dis, bon, ça serait quand même pas mal de se bouger un petit peu. Et bah, j'ai commencé à d'abord c'était voilà, pousser quelques poids histoire d'avoir un corps quand même qui ressemble à quelque chose et pas prendre la forme d'une poire année après année. Et après il y avait un tapis aussi et tu avais des gens qui se préparaient pour c'était le semi-marathon. Tu pouvais faire semi-marathon ou marathon, mais la plus grande partie quand même pour le semi-marathon de Luxembourg. Et du Mmh. coup, je me suis dit bon allez, je vais le faire. Je m'étais blessé dans la prépa et finalement j'avais pas fait. J'en avais fait un autre pareil au Luxembourg sans aucune préparation et je m'étais, enfin, j'avais encore les restes un peu de cette blessure-là, donc c'était un cauchemar, c'était un truc horrible. Mais par contre, j'avais commencé effectivement dans le cadre aussi du taf et à l'époque, je crois que je l'avais déjà raconté dans une vidéo où, donc désolé ceux qui nous écoutent et qui ont l'impression que je radote, c'est juste pour les besoins de ce podcast-là. Mais j'avais rencontré un gars qui m'avait parlé justement de triathlon et d'Ironman. Et je savais pas du tout ce que c'était l'Ironman, le triathlon. Je pense que les sports, je savais pas dans quel ordre ils se faisaient. Et j'avais à peu près une idée de ce que c'était, mais ça m'avait plu comme idée et ça avait surtout l'air suffisamment ouf et suffisamment difficile pour me dire que j'avais envie d'en faire un. Et pour revenir à ce que tu disais, tu viens de ton premier triathlon, il y a une petite saveur particulière. Euh, Moi, mon premier, c'était le M à Paris, parce que bah, voilà, c'était à côté. Et au final, c'était un endroit qui me chauffait un petit peu plus que ce qu'il pouvait y avoir autour. À l'époque, j'habitais vraiment à Luxembourg. Euh, et j'ai un souvenir qui est assez mitigé dans le sens que j'ai adoré l'événement en tant que tel, tu vois, la course. Mais alors le cadre, plus jamais de la vie, quoi. C'était avant de rentrer dans l'eau, tu vois, c'est dans le canal de l'Ourcq. L'eau, elle était verte. Tu avais des sortes d'algues où après, quand tu te jetais, tu as l'impression qu'elle voulait t'attraper et tout. C'était un cauchemar. Il y avait, t'avais une rangée de péniches entre le quai Mmh. et donc, bah, enfin, tu vois, les péniches, tu avais un espace. Mmh. Tu avais un moment, tu sais, tu avais un rat qui était mort. Mmh. Donc, tu as des gens qui commencent à dire ah, on va se jeter là-dedans, il y a un rat mort et tout. Donc, tu sais, tu vois ça, il n'y avait pas de combinaison. Tu sais, je nageais pas bien du tout. C'était angoisse, mais en vrai, le truc, même si c'était dur, euh, et avec le temps, les temps, enfin avec le recul, tu te dis les temps totalement, mais en vrai, tu t'en fous. Mmh. Moi, je sais que les premiers, c'était est-ce que je vais finir avant le cut-off. C'est ça en fait là Mmh. que tu as en tête. Mais l'expérience, j'avais comme toi, j'avais adoré et c'est vrai que c'est ce qui m'a donné l'envie après de continuer aussi. C'est assez marrant la similitude. Et toi, quand tu as commencé, du coup, donc dans le cadre du taf, tu avais une salle de sport comme ça. Est-ce que c'était juste pour te dire, voilà, tu avais envie de le faire ou c'est parce que effectivement, tu étais vraiment la tête dans le guidon et tu te disais, bon, niveau physique, je pense que ça va faire du bien et ça te permet aussi de peut-être voilà, t'aérer un petit peu l'esprit. C'était quoi l'idée ou c'était vraiment juste commencer le sport comme ça, quoi? Oui, je pense que c'est comme toujours dans la vie, tu as des coups de chance. À un moment donné, donc je fumais, je crois que j'étais pas loin du paquet par jour à une époque. Et puis je me suis rendu compte, c'est les jours où tu commences, mais on a les mêmes problèmes en tant que triathlète. Les jours où tu commences à trouver des stratagèmes pour ton corps, tout te dit stop, il faut que tu arrêtes, il faut que tu te reposes. Imagine t'es blessé, un truc comme ça. Et pourtant, tu dis non, mais là, si je mets la chaussette compressante, ça passe, ça va passer. Ben moi, avec la cigarette, je me rappelle très bien de prendre des énormes citrons chauds avec du miel et autres, parce que je sais pas, une angine carabinée et ainsi de suite, et donc t'essayes de t'aérer les voies pour pouvoir fumer. Et le jour où tu comprends que t'es parti dans une réflexion où tu te crées plus de problèmes en essayant de trouver des solutions. Voilà, donc j'ai arrêté. Et en fait, dans la réalité, quand tu es dans une entreprise, alors c'est, nous, on commence à avoir quelques années et quelques décennies d'expérience. Donc peut-être que pour des nouveaux auditeurs, ça peut être quelque chose de perturbant parce qu'il y a le Ouais. télétravail, l'hybride, le remote, et je comprends tout à fait. Mais
quand j'ai commencé l'activité professionnelle, il fallait échanger avec les gens, discuter et autres. Et donc le moyen de le faire, c'était la machine à café, les post-clopes. Et puis dans mon entreprise, il y avait aussi la possibilité de, via l'activité sportive, de rencontrer des personnes dans d'autres services, de créer du lien en dehors de ce que tu fais et autres, et donc de te sentir beaucoup plus intégré dans ton entreprise et content d'aller au boulot. Ça, c'est important quand tu dois aller 5 jours sur 5 dans ton bureau. Si tu es content Ouais. et si tu as une raison, c'est pas mal. Et donc oui, j'ai avant je rencontrais les gens à la poste cigarette et puis après ça a été à la salle de sport. Et c'est parce que il y avait certaines personnes dans cette salle de sport qui étaient des grands malades. Des grands malades. Ce qu'ils faisaient à l'époque, quand ils me le racontaient, alors oui, on va faire un Ironman et puis après on va faire un ultra trail. Moi, je me rappelle à l'époque, j'ai regardé, impossible pour moi d'y arriver, impossible, c'est fou, il y avait une personne qui avait fait le Cap Epic, c'est le truc de VTT en Afrique du Sud, Ouais. course à étapes par deux, et je voyais les images, je me disais mais tu reviens vivant ou pas de cette expérience? Et le problème, c'est quand tu côtoies des gens qui te font rêver avec des choses qui t'apprennent à te dépasser et qui te montrent que c'est possible de te dépasser en ayant un petit peu de sérieux, en y venant de manière régulière, en s'entraînant et autres. Quelques années plus tard, en fait, tu te retrouves à faire comme eux. Alors des choses différentes, c'est ta propre histoire, mais je trouve que c'est un point très positif là. Ton podcast, c'est le triathlon longue distance, des performances et autres. Parfois, t'es un nouveau, t'arrives, tu te dis mais jamais de la vie ou autre et en fait ça vient. Et si ça peut durer dans le temps, ça vous donnera des histoires de vie. Moi, quand je regarde dans le rétroviseur, je vois plein de choses que j'ai vécues à titre personnel et en fait chaque année des événements sportifs ou des réalisations personnelles sur comment j'ai pris l'entraînement ou qu'est-ce qui s'est passé et en fait ça a créé mon histoire. Pour d'autres personnes, ça peut être une pratique artistique, des rencontres, voilà. Mais cette histoire-là de l'évolution sportive, elle est sympa aussi. Voilà, elle a de la valeur. Alors peut-être pas en Europe, mais tu vas dans d'autres pays, genre aux États-Unis ou autres. Là, tu vois, je suis à JP Morgan. Le nombre d'articles que j'ai sur des collaborateurs qui sont des anciens pros de baseball ou de football américain et autres, c'est mis en valeur. Ouais. 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 Non, je pense qu'il y a plusieurs trucs sur lesquels je vais rebondir, mais sur ce que tu viens de dire en dernier, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que en France et de manière générale en Europe, je sais pas trop comment c'est en Allemagne, mais tu vois ce que je vois en Espagne et de manière un petit peu plus étendue, même au UK, c'est pas vraiment la même mentalité qu'on peut avoir aux States où le sport, c'est pas vu comme pour ceux qui n'ont pas de cerveau et qui peuvent pas faire des études, c'est vraiment vu comme quelque chose de valorisé, c'est vraiment vu comme une activité à part entière. On met les gens dans une situation où ils peuvent à la fois étudier avec tout un système de bourse et autres, mais aussi d'aménagement des emplois du temps, étudier dans des facs qui, voilà, sont quand même pas des trucs totalement foireux. Parce qu'en réalité, toutes les facs, même tout ce qui est Ivy et autres, offrent ce genre de programme-là. Et en même temps, ils ont accès à des sports facilities, des structures, non, pas des structures, mais des infrastructures d'entraînement qui sont ouf. À chaque fois que je vais là-bas, j'essaye toujours d'aller nager dans la piscine d'une fac parce que c'est n'importe quoi. Quand tu arrives là-dedans, c'est hallucine. Et c'est vrai qu'il y a vraiment cette mentalité où si tu fais du sport, ça ne veut pas dire que tu es débile. Et en plus, quand tu as fait ta carrière sportive, tu peux tout à fait, et ce que tu dis, c'en est un exemple, de recycler, surtout dans des domaines voilà, comme la finance, le business, ou en tout cas, tu apportes une certaine attitude, une certaine approche, une certaine résilience, une certaine recherche de la performance, qui naturellement a aussi une valeur dans le milieu économique. Euh, et j'adore totalement à ça, et ça c'est quelque chose qu'il faudra réellement changer en France. Quand tu fais, tu vois, un cursus STAPS ou autre,
déjà les infrastructures, on n'en parle même pas, mais après le débouché, il reste assez limité et on va pas dire que c'est un diplôme qui est non plus ultra valorisé, quoi. Donc, c'est vraiment, et en fait, après, tu as tout ce qui est les cursus, un peu double cursus, où on te met dans une situation où tu peux, avec les fédérations, peut-être, tu vois, faire un peu de sport et un peu. Mais c'est des choses où les moyens, déjà, sont pas les mêmes. Et j'ai pas l'impression que on arrive à produire le même type de profil, indépendamment de la performance, mais où on met vraiment les gens en situation de, si l'un marche pas, on peut se rabattre sur l'autre, parce que voilà, c'est solide sur les deux côtés, quoi. Non, je te rejoins totalement. Et donc, toi, tu vois aussi que dans la boîte dans laquelle tu es, et c'est pour le coup assez finalement parlant, parce que ça reste quand même une des plus grosses banques au monde, et donc du coup, c'est relativement représentatif de ce qui peut se faire au States. Tu vois qu'il y a quand même cette valorisation des profils sportifs, et ça fait partie de quelque chose qui, voilà, contribue à rehausser le profil des gens finalement. Oui, mais tu sais, hein, dans l'absolu, je pense que on a tous ce sentiment, et c'est fou parce qu'aujourd'hui, la pratique sportive, elle explose et c'est fantastique. Moi, il y a à chaque fois que je retourne à Paris pour voir ma famille et autres et que je vais courir, je suis toujours halluciné parce que je vais courir aux mêmes endroits où je courais il y a 10 ans ou 15 ans. Ouais, Sauf que il y a 10 ans ou 15 ans, j'étais seul, où je croisais deux personnes grand max, et on était là, waouh, toi aussi tu sors et autres. Et aujourd'hui, il y a énormément de monde qui fait du sport, c'est fantastique, mais t'as pas le next step qui est bah en fait là c'est positif quoi. C'est en fait les gens investissent du temps pour faire quelque chose qui est positif pour plein de choses, qui fait marcher l'économie, qui permet de leur, ça crée des endorphines. Les gens sont voilà, sont plus volontaires. Tu peux rencontrer, tu peux partager des choses. Je me dis toujours un truc. Là, je vis à Berlin, donc quand il y a le marathon de Berlin qui a lieu et que t'as 50 000, 60 000, 70 000 coureurs le matin, je me dis ces 70 000 personnes, même les 100 derniers et autres, bah, ces 70 000 là, ils se sont levés ce matin pour courir un marathon dans une ville où il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui vivent. Donc c'est une micro-portion ouais, qui fait ça. Et cette micro-portion-là, bah, elle est utile. Elle est utile parce que je pense qu'elle montre que en fait la vie c'est. Et alors, nous on parle du sport parce qu'on est dedans, mais je pourrais te dire la même chose avec l'activité. Faire de la musique, faire du théâtre, n'importe quoi. En fait, mettre en valeur le fait que oui, il y a l'activité économique, oui, il y a faire de l'argent pour pouvoir avancer et autres, bon, très bien. Et il y a d'autres choses où en fait, bah, c'est positif. Et moi, je, tu vois, là, je m'occupe des gens du Northman, donc je croise beaucoup d'athlètes, beaucoup d'horizons différents, beaucoup de pratiques. Et il y a un truc qui est sûr et certain, c'est que je me dis toujours, pour quelques personnes qui, dans leur communauté, sont reconnues et mises en valeur et aidées pour aller faire le Northman, il y a quand même une grosse majorité de personnes qui sont extrêmement bons, qui font énormément d'entraînement, qui dédient beaucoup de choses pour cet événement de leur vie, mais par contre, qui sont complètement seuls dans ça et qui vont pas être, il n'y a pas de relais, quoi. Et le Northman, c'est un vrai bon exemple de à quel point tu as une différence de traitement entre les Européens d'un côté et les Anglo-Saxons de l'autre. Quand on parle du budget qui est nécessaire et comment ils arrivent à le réunir pour pouvoir y participer. En Europe, nous, à part bon, quelques personnes qui ont créé vraiment une activité autour de ça, mais la majorité des gens que j'ai rencontrés qui venaient faire le Northman, c'est un vrai chemin de croix, voire c'est le fait de s'endetter personnellement ou d'endetter une partie de sa famille pour pouvoir participer à cet événement, qui est un événement sportif qui en fait apporte énormément de positivité à une personne, mais aussi à son entourage, à sa famille, aux entreprises autour. C'est une belle histoire. Et je trouve que en fait, des fois, on prend pas le temps de se rendre compte que c'est important de créer des belles histoires. ouais, Euh, ouais, ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Je pense que
Alors, et on va peut-être pouvoir en parler un peu plus en détail quand on switch sur le full Norseman après, mais par rapport à ce que tu disais, et pour reboucler sur les States, je pense que ça fait partie de la culture aussi, tu vois, où quand tu vas. Toi, je crois que tu as fait des études de droit aussi de mémoire, non? Ouais, D'accord, tout à ouais, bah, fait. pareil. Et au final, tu vois, quand tu fais ça en France, bah, tu commences immédiatement après le bac tes études de droit et tu ne fais que ça finalement. Mm, mm, Les ricains, mais c'est vrai aussi en Australie, c'est vrai aussi bah, essentiellement dans les pays anglo-saxons, mm, tu vas pouvoir faire de l'art, tu vas pouvoir faire de la mm, musique, tu vas mm, pouvoir faire, je sais pas, des études de physio, peu importe. mm, Tu vas avoir ta licence et après, bah, tu vas pouvoir faire quelque chose qui va te spécialiser dans autre chose. Et ça peut être du droit, ça peut être mm, tout un tas d'autres domaines, mais il y a toujours en fait cette part qui est quand même un peu plus, enfin, j'allais dire artistique, mais en tout cas qui permettent d'explorer d'autres domaines, des domaines qui ne sont pas nécessairement là où tu vas finir dans le monde du travail, mais ça t'ouvre, je pense, l'esprit. Ça peut être voilà, axé sur le sport, d'autres arts. Mais je trouve que la culture, en tout cas, ça permet de développer davantage ce côté bah, voilà, prompt au sport. Et c'est vrai que quand tu vas aux States et quand tu fais des courses aux States, là j'étais à Aix la semaine dernière pour le 73, c'est sympa, mais tu te rends compte qu'au final, regarde, des gens, ils en ont rien à foutre, quoi. C'est pas un peu, enfin, tu vois, c'est pas la même, je trouve, la même ambiance ou la même vibe. T'as des gens, ils viennent, c'est parce qu'ils ont vu un truc, mais ça pourrait être un marché où on vend des chaussures, ils rentreraient pareil pour voir, tu vois. Si tu viens pas exprès pour le truc, alors que là-bas, il y a vraiment un engouement, je trouve, autour de ces courses-là, autour du sport. Et tu vois les mecs, ils sortent de chez eux, ils ont des drapeaux, ils encouragent les gens, ils sont assis devant leur baraque, tu vois, pour voir les vélos passer, pour voir les mecs courir. Et ça fait partie vraiment d'une ambiance assez différente. Mais non, c'est cool de comparer un peu la perception. Et ça me fait plaisir que du coup, toi qui es vraiment dans une boîte américaine, tu es aussi la même. Mais pour du coup passer un petit peu sur le Norseman. Donc, et on va parler un petit peu, je pense, parce que je trouve ça super intéressant, des différents profils justement que tu peux voir et de l'approche que les gens peuvent avoir en termes de préparation, parce que naturellement, toi, tu as créé cette communauté finalement francophone que tu fais vivre et qui, je pense, apporte un vrai plus aux gens qui veulent participer, parce que comme tu disais, il y a un côté un peu mystique autour de cette course où c'est pas comme la course Ironman où tu t'inscris et puis bon voilà, il n'y a pas vraiment de surprise normalement. Le Northman, bon, déjà c'est perdu au milieu de nulle part dans le nord de l'Europe. C'est un endroit où c'est pas facile d'y aller. T'as pas d'aéroport à côté. T'as pas des logements qui sont disponibles de manière super accessible ou facile. C'est un truc où en réalité, tu n'as pas de support, donc il faut te créer ton équipe de support. Il y a tout un tas de choses à gérer qui en fait sont pas la norme par rapport à une course normale. Euh, pour revenir un petit peu, donc du coup, toi, à ta propre expérience du Norseman, comment est-ce que tu as perçu cette course? Parce qu'il y a des gens, hein, tu vois, qui veulent le faire parce que c'est un défi. Il y en a d'autres, ils veulent performer sur cet environnement-là. Il y en a d'autres, ils veulent le vivre parce que c'est différent et tu le vis avec des gens, tu le vis pas tout seul. Il y a ce côté, tu vois, partage. Avec les deux expériences en tant qu'athlète, du coup, sur le Norseman, est-ce que tu as eu une motivation particulière pour l'une ou pour l'autre, ou est-ce que vraiment c'était voilà, performer et voilà, à réussir à faire le meilleur temps sur l'événement à chaque fois? Bah, en fait, ce qui est très rigolo, c'est que t'as vraiment, donc je le fais 2 fois tiré au sort, 2019, 2023. 2019, quand j'y vais, je suis jeune triathlète, je sais pas du tout ce que je vaux et en fait, c'est toujours moi j'ai une vision, de la vie, qui est, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans ta vie par hasard. Voilà. Et moi, j'ai vraiment l'impression, tu vois, que j'ai voulu participer au tirage au sort pour aller au Norseman. Le fait que je sois pris, que je sois tiré au sort, que je puisse y aller, le faire une fois, 2 fois, c'est un pur hasard. C'est un pur hasard. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette raison? Et
Néanmoins, c'est pas parce que dans la vie, il y a un pur hasard, le hasard de où est-ce que t'es né, qu'est-ce que tu vas faire, les études et autres, les rencontres, quel job tu décroches, quand est-ce que tu regardes tes mails et autres, hasard. Par contre, t'as un peu un début de responsabilité en fonction de ce qui se provoque dans ta vie. Et donc, le jour où je suis tiré au sort en 2019 pour le Norseman, je me dis, bah, en fait, maintenant, j'ai une vraie grosse responsabilité. C'est-à-dire qu'il faut que j'y aille, et il faut que j'y aille, il va falloir que je dépense de l'argent, il va falloir que je m'organise, et ainsi de suite. Et donc, il faut que j'y aille, et il faut que j'y arrive à le terminer. Et donc, oui, même si tu te l'avoues pas, bah, en fait, tu as envie de ce t-shirt noir, même si tu gardes un peu d'humilité en te disant il y a quand même des gros lascars qui vont être sur la ligne de départ avec toi, t'as quand même. Donc j'avais une grosse responsabilité, je me suis entraîné pour et j'avais une peur de pas être légitime, pas du tout légitime. Donc ça c'était 2019 et donc peur d'être complètement pas légitime, je me prépare comme pas possible, comme si je n'allais jamais y arriver et que l'échec était assuré à la fin et au final bah gros succès. 2023, quand j'y retourne, j'ai plus d'expérience. Je me suis enfin acheté mon vélo de chrono. Je m'entraîne plus, c'est plus structuré. J'ai une vision de ce qu'il va faire. J'ai déjà la connaissance de l'endroit. J'ai déjà réussi à faire quelques performances. Donc j'y vais en me disant, bah ouais, voilà, ton temps de la dernière fois, tu vas aller plus vite, tu vas réussir, tu vas être meilleur et autres. Et forcément, ce qui devait se passer, s'est passé. C'est-à-dire que même si je savais que j'étais un peu plus humble après mon échec du Sudanman, ça s'est pas bien passé lors de l'épreuve. Et donc, bah tu vois, 2019, besoin de légitimité, besoin de me prouver que j'étais capable de le faire parce qu'il fallait que je réponde à l'exigence de voilà, c'est un honneur d'être sélectionné par hasard au Norseman, donc à moi de prouver que c'est bon. 2023, c'est toujours un honneur d'y participer, mais je pense que je suis capable de délivrer et en fait, bah, c'est bien. En fait, ça fait tellement du bien quand tu rates une course. C'est horrible à dire. Hein. Sur le moment donné, c'est horrible. Pendant les semaines après, c'est horrible. Mais quand tu reviens après quelques années, tu te rends compte que ben ça te rend encore plus humain et que ça te permet de te nourrir pour aller sur les prochains objectifs. Ouais, Euh, je suis d'accord et avec ça, ça te remet les idées en place en fait et ça te reforce finalement à travailler pour ouais, voilà, effacer un petit peu. Et je pense pas que ce soit juste c'est un échec et c'est une course pourrie et tout est à jeter. C'est que tu apprends des choses, ouais, tu vois ce qui a amélioré, tu vois là où ça a fonctionné, mais surtout tu vois peut-être les choses qui n'ont pas marché, que tu as fait mal avant, ou pas assez, ou voilà, qui doivent juste être retravailler. Ce que tu as fait pendant aussi, nécessairement, ça peut aussi affecter ta course. Donc, ouais, je pense que ça fait partie du développement, ça fait partie du parcours et c'est même indispensable. Et tout le monde, même voilà, ceux qui sont champions du monde, ont gagné des titres olympiques ou autres, à un moment, il y a un échec. Et c'est juste qu'ils arrivent à passer au-delà de ça, à en tirer les bonnes leçons et à corriger le tir. Donc, non, ça a du sens, clairement. ouais. Et je suis en plus un grand fervent dans mon activité là de Captain Leader à Oka et autres. Je suis un grand fervent de dire aux gens autorisez-vous, vous avez le droit, on a le droit de vivre, on a le droit de faire des erreurs. C'est pas grave de pas être parfait. Et ce que j'aime beaucoup dans mon parcours sportif, c'est que bon, alors là, j'aurais jamais le statut de professionnel, je suis pas sûr de monter un jour sur un podium sur une course que je fais et autres. Par contre, je suis très heureux parce que il y a eu des échecs ou des choses qui étaient pas parfaites et ça m'a permis d'avancer. En 2023, tu vois, j'ai cet échec. Donc je termine centième, j'ai mon t-shirt noir, mais les temps que je voulais faire, j'avais une grosse fatigue nerveuse avant la course et en fait c'est ça qui m'a complètement bloqué, sclérosé. Et en fait, ça m'a permis de me ressourcer. Donc, ce que toi, tu vas faire cette année, je l'ai fait en 2024, c'est-à-dire Challenge Road. Et ben, toute la préparation à Challenge Road, j'avais ce retour sur terre. Et au final, quand je vais à Challenge Road, je me dis bon, c'est une course rapide. Qu'est-ce que tu es capable de faire sur ça? Et j'étais sûr et certain que ça allait pas fonctionner. Et au final, je fais 9h30 et un marathon en 3h09. Voilà. Et je pense que Solide. j'aurais pas eu le truc qui s'est passé en 2023, j'aurais pas pu aller chercher ça. Et en fait, c'est ça qui est bien dans la vie, c'est que
c'est les moments donnés d'à peu près qui te permettent d'aller vers l'absolu. Ouais. Ah bah, écoute, c'est beau. Je sais pas si je vais pas reprendre ça comme titre pour notre podcast, du coup. Mais non, je suis d'accord avec toi. Et souvent, ça te fait passer un cap, même si voilà, la course est mal passée. C'est un truc qui va te débloquer des choses, qui va te permettre de réajuster et juste d'atteindre quelque chose que tu n'étais peut-être pas en mesure d'atteindre. Tu en avais la capacité, mais tu n'avais pas mis les choses en place pour. Donc, ouais, totalement, totalement. Est-ce que pour toi, le Norseman, c'est quelque chose qui vraiment est une course à part, qui est une course. Il y a ce côté un petit peu mystique. Alors, est-ce qu'il est mérité? Est-ce qu'il est surfait? C'est quoi ta vision un petit peu après l'avoir fait 2 fois et après justement avoir vu au plus près de l'organisation du Norseman? Comment tu la classifierais cette course? Tu as vu aussi d'autres triathlons extrêmes. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier pour toi par rapport à cette course? Ouais, il y a un truc qui est vraiment particulier parce que faut être honnête, hein, je pense que dans le triathlon, il y a des courses qui marquent une vie, il y a des courses, il y a des endroits, il y a des histoires qui te dépassent. Et en fait, le Norseman, c'est une histoire qui te dépasse. Peu importe, j'espère pouvoir y participer une troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, tu vois. Mais la course me dépasse. Toutes les personnes qui y prennent part, ça les dépasse. Il y a une histoire qui est folle. Il y a une histoire qui est digne d'un film, quoi, avec cette histoire de gars qui en Norvège à l'époque, personne ne fait du triathlon de longue distance. Il y a je crois, moins d'une dizaine de personnes qui étaient inscrites sur des triathlons label Ironman en dehors de Norvège et autres. Et puis ils se disent, tiens, si on en crée un triathlon longue distance, on va le faire chez nous. Alors, on peut pas avoir le soleil, l'eau turquoise et autres, donc on va faire en fonction des conditions. Et ils font ça, ils contactent des amis, des proches, des inconnus, et ils arrivent à monter une première édition. Et puis à partir de là, le truc se lance complètement exclusif, dans le sens où personne n'était au courant, et voilà, au bout de quelques années, ils vont commencer à mettre une jauge. Mais quand tu regardes les premières saisons, on est sur une cinquantaine, soixantaine, et puis il y a pas les règles qu'il y a aujourd'hui. Et cette histoire-là de pionnier d'un truc qui est complètement fou, parce que le truc, c'est en gros, au lieu d'avoir un triathlon où alors merci les bénévoles, hein. J'adore les bénévoles, je vous remercie sur toutes les courses, c'est fantastique. Mais alors là, le concept, c'est que les bénévoles, ils sont pas là pour vous fournir les bidons sur le Norseman. C'est à vous de vous débrouiller avec votre propre équipe pour y arriver, pour terminer la course. Et ça, c'est quand même un truc. Voilà, il y a un côté complètement novateur qui change complètement les règles de la manière dont tu pratiques le sport. Et je pense que le point qui fait que les gens passent un bon moment au Norseman et s'en rappellent dans leur vie et le gardent pendant longtemps, c'est pas l'épreuve sportive, c'est pas la difficulté de la chose, c'est toute l'histoire avant, toute l'histoire pendant et les bons souvenirs après. Et toute l'histoire avant, c'est tout ce stress, cette recherche d'informations, comment on va faire, comment on va aller, où est-ce que je réserve ma voiture, où est-ce que je vais me garer, quel type de produit je vais pouvoir manger, à quelle heure je me réveille. Toute cette organisation, tout ce fatras de choses où tu sais pas vraiment comment faire. Parce que d'habitude, il y a une tente inscription, tu récupères ton sac, et puis tu rentres, tu mets tes stickers, et le lendemain matin, le réveil est là, et tu sors de ta chambre d'hôtel et c'est terminé. Tu commences ton épreuve. Et là, il faut tout préparer. Et puis le jour de la course, il y a aussi toute cette histoire, tout ce que tu avais prévu, tout ce que tu avais envisagé, la météo qui change. Est-ce que je vois mes supports? Où est-ce qu'ils se trouvent? Comment ils se gardent? Quelles sont les autres personnes avec qui je discute? Il y a toute une histoire qui se passe. Et moi, j'ai la chance, maintenant, depuis quelques années, de faire partie de la création d'une version en français de cette histoire. Alors, c'est fantastique. Et, le Norseman, c'est une organisation qui est norvégienne. La langue d'échange, c'est en anglais. Donc les Norvégiens, petit pays, hein, sont pas énormes. Hein. Grosse production de grands athlètes, mais par contre, quand tu regardes le nombre de personnes, ils, ils se débrouillent C'est pas bien. beaucoup, quoi. Ouais. Ils ont un taux de réussite qui est assez impressionnant. Et donc là-bas, l'une des grandes difficultés qu'ont connues les Français pendant des années avant, c'est pouvoir échanger en anglais, pouvoir converser et autres.
Et Tu veux dire que les Français parlent pas trop bien anglais? Ouais, ça peut être compliqué. Après, Ouais, après, je pense aussi que c'est comme toujours, hein, dans la vie, hein, c'est juste que on se met des choses dans la tête. Et en fait, dans la réalité, moi, la majorité des athlètes avec qui je suis en échange aujourd'hui, c'est des gens qui sont tout à fait capables de le faire. C'est juste qu'il y a un tel bien stress sûr. de se dire est-ce que c'est possible que en fait tu le fais pas. Et Ouais, moi, je crée une version en français parce que je suis parti d'un truc. Voilà. Donc, l'orga me paye pas. L'orga sait que j'existe. L'orga sait que je fais ça. Et moi, ma vision, elle est la suivante par rapport à mon investissement sur le groupe des francophones au Norseman. C'est qu'en Norvège, quand tu fais partie d'un club de triathlon ou quand tu fais une activité sportive et haute, il y a de grandes chances, en termes de proportion, que tu puisses connaître ou que dans ton entourage ou que facilement tu puisses être en contact avec quelqu'un qui a fait le Norseman ou qui connaît quelqu'un qui a fait le Norseman. C'est assez simple. Par contre, pour les Français, les Belges, les Suisses, les Canadiens, les Québécois et autres qui participent, la chance que dans leur entourage il y ait quelqu'un qui ait fait le Norseman et qui puisse leur donner un peu d'informations sur comment ça se passe et des bons petits tips, bah, elle est plutôt limitée parce que c'est pas le même nombre de triathlètes dans les deux pays, ouais, du ouais. moins les deux régions. Et donc moi, en fait, je suis juste là pour partager, pour créer un groupe, comme si tu pouvais avoir un groupe dans un club de triathlon et en fait échanger avec eux une expérience. Et au-delà de cette expérience, parce que finalement, ce que je leur raconte, c'est des choses que moi j'ai trouvé, j'ai étudié et autres. Donc je rends facile, mais le truc qui est vraiment le plus fantastique dans tout ça, c'est les connexions humaines. Ces personnes, j'ai le bonheur de voir des gens qui potentiellement, à minima, pendant le temps où ils sont au Norseman et le jour de la course, vont vivre quelque chose en commun et il y a des chances qu'ils puissent partager quelque chose d'humain et autre. Peut-être qu'ils ne resteront pas amis pour la vie, peut-être qu'ils vont se recroiser sur des courses et ils vont discuter, mais au moins, je sacralise un moment où en fait, ils vivent tous quelque chose ensemble. Et puis on le fait voilà, c'est allez quoi, hippie pourra, c'est en français quoi, donc c'est cool. Ouais, non, c'est clair. Je pense que pour tous les gens qui auront la chance d'être tirés au sort et les francophones qui auront un slot pour participer justement à cette course, je pense que c'est une vraie mine d'or. C'est sur le format, pour les gens qui connaissent pas, hein, d'un groupe WhatsApp, au final, où il y a beaucoup d'informations qui sont échangées, où les gens peuvent poser des questions, où toi, tu es super disponible et tu organises aussi des sortes de call pour pouvoir échanger, que les gens puissent poser les questions justement et se donner un peu des conseils, partager les doutes peut-être, ou ceux qui ont déjà fait ça aussi, leur, leurs enseignements. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une course. Moi, quand j'avais eu l'inscription, c'est parce que je faisais partie de la team sur place. Que ça avait été un petit peu plus simple. J'avais pas eu à avoir beaucoup de chance pour avoir pour avoir mon slot, mais il y avait effectivement cette part un peu de mystique autour de la course où il n'y a pas trop d'informations disponibles, comme tu dis. Je crois qu'à l'époque, je connaissais personne qui l'avait fait cette course-là, et tu trouves pas, ils ont comme une sorte de manuel, un peu comme sur les courses Ironman, une sorte de guide pour les athlètes qui est finalement assez anxiogène quand tu le lis, parce qu'il y a beaucoup alors il faut pas ça, enfin c'est plutôt toute la liste des trucs, tu vois, qu'il faut pas oublier, toute la liste des trucs que tu n'as pas le droit de faire, mais au final, il n'y a pas trop d'indications sur des choses plus utiles, comme voilà, le Mmh. logement, y aller. Donc je suis pas sûr que ça soit vraiment un truc qui aide. Ça fout plus l'angoisse qu'autre chose. Et c'est vrai que le groupe du coup que tu animes est vachement utile. Et même sur place, si je me souviens bien, il y a ce briefing qui est obligatoire, donc qui est fait, comme tu dis, en anglais, dans un gymnase qui est blindé pour l'occasion. Et à la fin de ce briefing-là, alors je ne sais pas combien de langues il y a, mais il doit y avoir français, j'imagine, anglais, peut-être allemand et autres langues, où des gens, et toi, du coup, tu t'occupes de la partie française, peuvent poser un peu des questions de dernière minute, ou s'ils n'ont pas compris des choses pendant le briefing. C'est ça, hein, je n'avais pas Mmh. assisté à cette partie-là, mais et les gens, du coup,
qui viennent poser des questions dans ce cadre-là. Ça tourne généralement autour de quoi? Parce que toi, tu as cet insight. C'est quoi les peurs de dernière minute pour lesquelles les gens veulent être rassurés? Alors, il y a toujours une question qui revient chaque année. C'est comment je vais faire pour suivre mon athlète quand il arrivera au niveau de la montagne. Alors, pour les gens qui sont pas familiers du Norseman, il y a un moment donné où les choses commencent à devenir super compliquées pour non pas pour l'athlète, parce que l'athlète c'est simple, lui il doit continuer à courir, terminer la course, monter en haut d'une montagne, donc oui, il y a des personnes qui considèrent que c'est dur, que c'est la fin du marathon, que tu prends plusieurs centaines de mètres de dénivelé positif dans les jambes. Mais sincèrement, elle est pas là la difficulté. La vraie difficulté dans cette partie-là, c'est comment tes supports arrivent à te suivre, à te rejoindre pour faire ça. Parce que il y a une obligation pour monter sur la montagne, il faut que le coureur, le triathlète, ait un support à ses côtés pour assurer sa sécurité. Voilà, vous montez dans une montagne, il y a rien, hein, il y a pas de, il y a pas de, il y a un tout petit truc qui est en haut, mais entre temps, c'est du caillou et encore du caillou. Et donc il faut que vous soyez à ce moment-là, l'athlète il est plus trop lucide potentiellement et en montagne le temps change vite, il peut faire mauvais, donc il faut être au moins deux pour s'assurer. Sauf que les voitures qui accompagnent l'athlète tout au long de la journée, qui l'auront ravitaillé en s'arrêtant les quatre roues en dehors de la route, sur la partie vélo et sur la partie course à pied, bah, les voitures en fait elles sont arrêtées, du moins. Elles étaient arrêtées jusqu'à cette année au 32e kilomètre. Et donc, à ce moment-là, il y avait un grand problème, c'est que l'athlète, lui, il devait aller jusqu'au 42e kilomètre. Pour être précis, il devait aller jusqu'au 37e kilomètre, 5 kilomètres plus loin. Et là, il avait besoin de son support. Et la question à chaque fois, c'était comment je fais pour le retrouver? Est-ce qu'il y a une navette? Quand est-ce que la navette passe? Comment ça va se passer? Et dans ces cas-là, quand une personne humaine elle est confrontée à une question, à un doute, elle a un besoin énorme de réponse. Et la réalité de la réponse, elle est malheureusement horrible, c'est que, en fait, vous aurez la réponse quand vous serez sur place. C'est-à-dire que il y a des navettes qui passent régulièrement. Oui, il y aura une solution pour y arriver. Ça va bien se passer et autres. Sauf qu'il faut être à ce moment-là. Il faut être à ce moment-là. Il faut que votre athlète soit arrivé. Il faut que vous soyez sur place pour avoir les choses. Vous pouvez pas vous le représenter. Ouais. Donc ça, c'était un problème jusqu'à cette année parce que en 2026, ils ont obtenu l'autorisation et ils vont louer l'intégralité du parking qui se trouve au 37e kilomètre. Donc les choses vont un peu se simplifier. Voilà, ça va être une autre. Il y aura d'autres problématiques et autres, mais je pense que pour te résumer, les questions qui viennent, elles sont toujours les mêmes. C'est des gens qui essayent de se projeter sur qu'est-ce qui va se passer. Et la réalité, c'est que dans cette course-là, et tu te poses pas la question sur un label ou sur une course qui est proche de chez toi ou dans un environnement et autres. Et là, il faut anticiper plein de choses et accepter de s'adapter. Accepter de s'adapter. Accepter de s'adapter, c'est parce qu'au Norseman, tu l'as vécu. Ça a été le cas de nouveau avec Tristan. Les conditions peuvent tellement changer vite qu'à un moment donné, t'es en t-shirt, tu crèves de chaud et tu te dis pourquoi j'ai pas apporté des glaçons pour me rafraîchir. Et quelques minutes, heures après, tu te retrouves avec rajouter les jambières et autres parce que tu grelottes de froid. Donc l'adaptation, elle est folle. Ouais, alors ça, pour le coup, c'est l'un des trucs qui est le plus pas surprenant parce que tu t'y attends, mais le plus difficile à gérer, je trouve, les changements de température, le passage un grand soleil à la pluie, le vent. Et cette année, donc nous, quand on l'avait fait en 2023, on n'était pas monté jusqu'en haut parce que en vrai, cette année, je crois qu'ils avaient, en 2025, ils avaient fermé d'ailleurs la montagne peu de temps après, je crois, de mémoire. Oui. Donc, nous, on n'a pas eu la chance de passer avant la fermeture en 2023.
Mais cette année, ils ont fermé parce que au final, les conditions, elles étaient à peu près pareilles qu'en 2023 à partir d'un certain moment. Et c'était la pluie, le vent mais à mort, c'était horrible, le froid. Et en fait, la montagne, on a monté ça dans les. En fait, c'était même pas du brouillard, on était dans les nuages directement, quoi. Et il y a cette espèce de. Au départ, tu commences, juste pour que les gens s'imaginent un petit peu comment c'est. Donc, tu arrives au 37e kilomètre, il y a effectivement ce grand parking. Donc, à la fois c'est cool que les voitures puissent y aller, mais c'était bien aussi le côté où il y avait plus de voitures à ce moment-là. Et ça, c'est pas mal. Et donc là, il y a un petit portail. Et donc, quand tu es autorisé à monter, ça commence. C'est un chemin, ça va en fait. C'est un chemin de promenade avec des petites pierres. Et ce que tu vois devant toi, ça fait pas peur. Tu te dis, là, je vais pouvoir y aller, ça monte pas trop. Sauf que rapidement, ça tourne et tu commences à avoir des cailloux un peu plus gros qui sont plantés au milieu du truc, et puis des cailloux de plus en plus gros. Et là, tu arrives à un moment où en fait, tu peux même plus courir en fait. Moi, je me souviens qu'en 2025, quand on est monté en haut, tu mets les mains pour t'assurer, parce que c'est des énormes rochers parfois, c'est super accidenté. Et avec la pluie et cette espèce de dépôt vert, alors je sais pas ce que ça peut être, mais c'est super glissant en tout cas. Tu te dis que effectivement, avoir une personne qui t'accompagne, parce qu'il peut se passer tout un tas de trucs, c'est pas plus mal. Et c'est vrai que les conditions, c'est plus ça, moi, qui m'avait fait un petit peu appréhender, voir qu'est-ce qui va se passer. En plus du saut le matin dans le noir, dans l'eau, ça aussi, c'était un des grands moments. Mais je peux comprendre effectivement que les gens ils veuillent être rassurés un petit peu sur sur quoi ils peuvent être rassurés, à savoir juste comment ça va se passer d'un point de vue intendance pour leur support. Déjà, essayer de clarifier un petit peu tout ça. Et c'est vrai que c'est l'un des éléments notamment qui différencie cette course, parce que à la différence d'une course normale où bah, voilà, c'est toi, et d'ailleurs, si tu as une aide extérieure, tu es éliminé. Donc, c'est vraiment totalement différent. Là, pour arriver à la fin, tu as absolument besoin de l'aide du support. À la fois parce que ça fait partie du règlement, mais aussi parce que tout seul, de toute façon, tu n'y arrives pas, quoi. Et tu vois, ce que tu partages là, cette montée du Gostad Open, c'est très intéressant, parce que tout à l'heure, tu me disais pourquoi c'est une course particulière. Et en fait, pour l'avoir fait 2 fois, pour le partager avec les personnes qui l'ont réalisé, il y a un truc qui est fantastique quand je fais mes visios où je partage sur la natation, sur le vélo, sur la course à pied. Qu'est-ce qui va se passer, les points à prendre en compte et autres. Il y a un truc par rapport à d'autres courses qui est complètement différent. C'est le même parcours depuis des années. Il y a eu des micros ajustements sur la ligne d'arrivée, course à pied et autres, mais dans l'absolu, c'est le même parcours, c'est le même principe. Tu pars d'Eidfjord, t'es dans un fjord, tu nages, t'arrives, tu prends ton vélo, Dinarut, Gelo, Himmelfeld, après T2, tu vas jusqu'à Zombiel, tu montes Zombiel, t'arrives au Cochelet. Cette course, ces images qu'on a vues, on a tous cet imaginaire. Et il y a un truc qui est fantastique quand t'es athlète, ou même quand t'es support, mais quand t'es athlète, c'est quelque chose qui s'ancre dans ton sang, dans tes émotions. C'est que moi, je peux fermer les yeux, je peux te raconter exactement un moment donné de la course, et je sais pertinemment que tu l'as vécu, et je sais exactement à quel moment l'émotion que tu as eue et la manière dont tu l'as vécue. Parce que j'ai eu le même type d'émotion. Je vais te donner un exemple tout simple, très très simple. Sur la partie course à pied, quand tu es sur le plat pendant les 25 kilomètres, il y a un moment donné où tu cours le long du lac, bon, sympa et autres, puis tu passes un pont, et puis tu continues, tu es dans la vallée et autres, bon, c'est long et autres. Et puis à un moment donné, au loin, tu vois une montagne. Alors parfois, il y a des nuages dessus, parfois pas. Et c'est le Gostad Open. Et là, on l'a tous vécu. On a tous couru, tous ceux qui ont fait le Norseman, peu importe leur nationalité, leur langue et autres, on a tous couru cet endroit, et on a tous vu cette montagne qui apparaissait au loin. Et on s'est tous dit, faut qu'on aille là-haut. Et on s'est tous dit, c'est impossible. La montagne est tellement grosse. Ça fait déjà plus de 6, 7, 8, 9 heures que je suis dehors en train de faire des trucs. Et cette émotion-là,
elle est commune. Et l'émotion que tu ressens quand tu es sur le bateau et que tu vas sauter, peu importe que ça soit de la peur ou autre, mais tu as une émotion et cette émotion, elle est commune à tous. Quand on sort de l'eau et qu'on va sur T1 et qu'on a tous nos supports qui viennent, les encouragements, c'est la même émotion. Et ça, c'est un truc qui est fou. Tu fais quelque chose, c'est ta course à toi, c'est pas la même promotion, c'est pas le même temps et autres, et pourtant on partage la même histoire. Waouh. Ouais, c'est vrai. Non, je suis d'accord avec toi. Et c'est l'un des trucs que je retiens de cette course-là, c'est que ça te crée des souvenirs qui sont liés à des émotions particulières et à des images particulières. Et le truc sur le bateau, même en tant qu'accompagnateur, l'année dernière avec Tristan, bah, tu ressens quand même quelque chose et ça te rappelle des trucs de fou. Sur le vélo, c'est pareil. Alors, c'est vraiment, tu le vis différemment. On peut en dire un petit mot après, mais ça te rappelle des choses effectivement que tu as vécues et je pense que l'un des points forts aussi, c'est ce que tu viens de décrire, quand tu tournes à un moment et au fond de cette vallée-là, tu vois le Gostat Open avec cette espèce d'antenne tout en haut. Et moi, je me souviens, tu vois, j'avais les poils sur les bras qui hérissaient parce que c'est un truc que tu as tellement regardé, tu vois, en vidéo, enfin, tu vois, essayer de te projeter un petit peu, forcément, quand tu prépares cette course-là et même avant ça, avant de la préparer, quand tu as envie de la faire, c'est l'un des trucs. Je pense que les trucs que j'avais en tête, c'était le bateau avec le saut dans l'eau le matin et l'arrivée en haut avec cette ascension-là de 1800 mètres et cette pointe. Et c'est vrai que quand tu le vois, tu te dis, bah, déjà, putain, c'est encore loin, ça va être l'enfer, ça va être dur. Mais à la fois, c'est ouf la sensation que tu as parce que tu vois vraiment ce truc-là pour la première fois. Et la journée, elle est longue. Comme tu dis, juste là, tu as déjà 7-8 heures. Tu vois ce truc-là et après 7-8 heures, les émotions, elles sont décuplées. Et au final, c'est quelque chose, effectivement, dont tu gardes le souvenir. Et quand tu le décrivais, bah, j'ai un souvenir très, très clair de ce passage-là. Absolument. Absolument. Donc, non, non, c'est assez cool. Et est-ce que toi, tu as, je sais pas, comme ça, qui te viendra en tête rapidement, alors soit en tant qu'athlète, soit bah, après le rôle que tu as maintenant avec le Norseman, une ou deux anecdotes un peu particulières, hors du commun, soit que tu as vécu, soit que alors, ouais, ou alors que tu as vu vivre des personnes qui ont pu faire la course. Je pense que là, ces dernières années, j'ai quand même j'ai eu une chance exceptionnelle. Hein, c'est que le fait de voir les autres faire l'épreuve, ça m'a donné énormément de liberté parce que voilà, j'étais là pour les accueillir, pour les encourager. J'ai eu la chance d'être en charge de la sortie à T1, de checker un peu les personnes, si le vélo, les lumières étaient allumées et autres, leur donner un mot d'encouragement. Mais il y a un truc qui est fantastique, c'est après avoir géré T1, je montais dans la voiture et je roulais le plus rapidement possible. Et je peux promettre que c'est compliqué de passer les vélos, de prendre le temps et autres. Hein. C'est une vraie caravane, hein, et j'étais au bout de la caravane, il faut que j'aille tout en haut. Et j'allais jusqu'à Zambile, avec l'objectif de voir les athlètes que j'avais accompagnés ou que j'avais soutenus pendant une année et de les voir arriver. Et il y a des choses, mais Zambile, c'est donc la fin. Vous êtes au 25e kilomètre de votre marathon. Maintenant, il faut que monter pour aller soit tout en haut du Gostat Open pour prendre votre t-shirt noir, soit encore plus beau, tenir jusqu'à la fin pour le t-shirt blanc et autres. Et là, tu vois des choses que je me rappelle avoir pris en stop des supports qui étaient tout en haut et qui me disent bah ma femme ça va pas bien du tout, elle est tout en bas, est-ce que tu peux me redescendre pour que je monte avec elle. Et puis tu vois les gens tu vois quand ils sont sous la pluie, quand ça fait plusieurs heures, tu vois quand je suis sur le bord de la route et que je les appelle par leur prénom ou que je les encourage et qu'il y a le regard qui se croise, il y a de l'émotion qui est folle. L'année dernière, dont on parlait, la montagne a été fermée
Donc cette année, ça va plus être la même chose. Ils ont fait évoluer la règle. Donc l'année dernière, il y avait encore la règle du concept. C'était soit le cut-off pour le t-shirt noir, c'est les 160 premiers athlètes, soit c'est en fonction d'un cut-off temps. C'est-à-dire que si la montagne était fermée, il y avait un cut-off temps qui s'appliquait. Donc c'était, je crois de mémoire, c'était 14 heures après le début de l'épreuve, 14h45. Et donc si tu arrivais avant 14h45 au moment donné au 37e kilomètre, tu avais ton t-shirt noir. Donc ça a conduit à ce que des personnes qui arrivent 170e, 175e et autres. Et moi à ce moment-là, j'étais positionné au 35e kilomètre, 35,5, 36e kilomètre. Donc au milieu de nulle part, de nulle part. Et j'entends et je sais que la montagne est fermée. Et je vois les gens qui arrivent. Et des gens qui sont à ce moment-là dépités. C'est-à-dire ils savent très bien, parce que t'as l'information sur quel est ton classement, qu'ils sont en dehors des 160. Et là, à ce moment-là, il y a un grand nombre d'athlètes dont j'ai croisé le regard, qui marchaient, qui étaient complètement dépités et autres. Et je leur ai dit, c'est bon, la règle s'applique pour vous. Vous pouvez avoir votre t-shirt noir si vous arrivez dans le temps imparti. Et tu les vois reprendre de l'énergie et repartir. Et ça a été par exemple le cas avec... alors c'est pas un Français, mais c'est une belle histoire du Norseman. Ce qui prouve qu'on peut être successful au niveau business et quelqu'un de très bien. C'est le patron de Zalaris. Le patron de Zalaris, c'est le sponsor du Norseman depuis quelques années. Ouais. Et c'est quelqu'un un homme très très bien. C'est quelqu'un qui en 2024, j'étais à T1 et puis je l'ai vu arriver après 2 heures de natation. Il avait pas pu terminer la natation dans les temps, il avait été éliminé. Et qui, vu qu'il pouvait pas continuer plus loin, il y avait un autre athlète qui avait un problème avec son vélo, lui a juste prêté son vélo chrono magnifique et autres à un autre athlète pour qu'il fasse son Norseman. Magnifique, belle preuve d'humanité par quelqu'un de bien. Ouais. Et puis en 2025, il reparticipe. Sponsor, il a une place, voilà. Et il est en dehors des 160. Sauf que je le croise au même endroit et je lui dis là tu peux le faire là. Là il te reste t'as 1,5 kilomètre à faire et t'as 10 minutes ou je sais plus si c'était 7 minutes pour le terminer. Et tu le vois partir au sprint et autres. Et donc il a décroché son t-shirt noir l'année dernière de nouveau. Et en fait il y a tellement d'émotions à soutenir les autres. Ce que tu fais avec ton podcast, moi je l'écoute quand je suis sur mon home trainer, ça me fait plaisir et autres. Mais en fait, tu partages. Et partager, il n'y a pas plus de valeur. On fait des performances, c'est bien pour nous et autres. Mais le partage, qu'est-ce qu'on en retire? C'est top. Je trouve que ça fait, ça te fait toi à la fois revivre des beaux moments que tu as vécus et ça peut inspirer, motiver aussi d'autres personnes à vouloir les vivre, en plus de se dire que au final, toi, tu es un mec qui travaille dans une banque, moi je travaille dans un cabinet d'avocats. Ça n'empêche pas de faire des belles choses niveau sportif. Ça n'empêche pas de, si on le veut et qu'on s'y investit suffisamment, être compétitif aussi. Donc, non, clairement, c'est une des. Le partage, en fait, c'est l'un des trucs que je retiens, moi, du Norseman. Le partage déjà avec ton équipe de support. Et ça, franchement, c'est l'un des trucs qui, pour moi, et je pense, si tu me demandes, c'est vraiment le truc qui, pour moi, fait que c'est une course différente. Tu l'as fait pas seul, tu l'as fait avec une équipe. Et c'est vrai que ça a une saveur totalement différente d'être accompagné du début à la fin, de voir ces gens qui sont juste là pour toi, pour te permettre de faire ta course, qui monopolise finalement, c'est pas toute une journée, mais quelques jours quand même. Alors, on les envoie pas à la mine, mais à la fin de la journée, je me souviens, je crois que dans la vidéo que j'ai fait, c'est ce que je dis à un moment, il était 9h du match, je crois, un truc comme ça, et j'avais la dalle, j'en pouvais plus, et j'avais l'impression qu'il y avait déjà la journée qui était passée et qu'il était 18h. Mais en fait, c'est juste qu'on s'est levé à 2h du mat. Et que là, tu as déjà 7h dans les jambes. Et c'est vraiment le temps se distend. C'est assez particulier, mais ouais, c'est vraiment le fait de partager ça. Toi, tu l'avais fait en tant qu'accompagnateur ou en tant que support?
Tu l'as pas encore fait. Non, 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 ça fait partie des choses qui se passeront un jour. J'imagine d'être accompagnateur. Là, pour l'instant, les dernières années, j'ai été donc sur 2024 et 2025 véritablement côté organisation sur place pour accompagner tous les athlètes. Sans nul doute dans le futur, je me lirai peut-être avec un athlète particulier pour l'accompagner et puis pour faire ça. Je pense que tout est possible et j'espère que les gens qui nous écoutent, alors, on parle beaucoup de Norseman et autres, mais en fait, le Norseman, là, c'est l'exemple que j'ai parce qu'à titre personnel, par pur hasard, je suis tombé dans la marmite et j'aime ça et j'essaye d'en faire au mieux. Mais ce qui est sûr et certain, c'est en fait le message que je veux donner, c'est peu importe l'épreuve, peu importe ce que tu fais, peu importe si c'est long, pas long et autres, votre pratique sportive, parfois ça peut être compliqué, parfois ça peut être qu'une fois par mois, parfois il y a plein d'autres choses. Mais si vous avez la possibilité de le faire et de le partager, n'hésitez pas. Partagez, racontez vos histoires, même si on vous dit que oh là là, il est tout le temps embêtant, il raconte toujours la même chose et autres. Bah non, en fait, c'est bien de faire des choses dans la vie et de les partager et d'essayer d'en faire mieux. Et moi là, avec ce groupe WhatsApp, avec ces Français, bah, je suis heureux parce que au final, c'est eux qui seront les Norseman en 2026 et c'est leur support qui vont être ceux qui vont être utiles. Moi, je suis rien du tout. Hein. Et je suis juste à un endroit où je les mets tous dans un groupe, où je les récupère, où j'arrive à les identifier en allant sur les réseaux sociaux, en les contactant, en leur disant viens me voir, viens me voir. Mais c'est eux les héros, c'est eux qui sont magnifiques. Cette année, on a une promo, il y a plein de filles qui sont présentes. J'ai super hâte de les voir réussir, de créer quelque chose, d'avoir un Norseman beaucoup plus féminin en termes francophones que les années précédentes. Voilà, ça c'est mes vraies attentes. Les dernières années, j'ai vu des athlètes francophones terminer sur le podium du Norseman. Je peux te promettre que j'étais tellement heureux. Que j'ai Aurélien qui termine troisième en 2024. Christophe qui termine deuxième l'année dernière. Je suis là et je me dis, bah en fait, oui, on a la possibilité d'exister dans cette course-là et d'être très important. Les Français ont toujours été passionnés par le Norseman. Le Norseman, à un moment donné, a accepté de dire, bah oui, on reconnaît ça. Ils m'ont un peu dit, bah tu as un peu carte blanche, communiquer et faire tes choses. Je veux pousser, moi mon rêve, c'est que plus de Français, plus de francophones aient l'opportunité de le faire. Donc si un jour on peut changer la règle, alors maintenant il y a beaucoup de règles qui ont changé sur les matières de sélection, mais mon rêve c'est que au lieu qu'il y ait 30% de Norvégiens qui soient autorisés, qui aient la possibilité de décrocher leur billet au tirage au sort et que toutes les autres nationalités soient à 10%, bah, j'aimerais bien que voilà, il y ait 30% aussi pour les Français ou les francophones. Je sais, je plaide pour ma paroisse, mais c'est bien d'avoir un petit peu du français qui vient faire chanter, parce que toi et moi, on fait du triathlon. Le triathlon, à la base, c'est quoi? C'est quelque chose qui vient des États-Unis. C'est Hawaï, c'est Kona, c'est l'Ironman. Donc c'est une vision du sport qui est en anglais à la base. Sauf qu'en fait, bah, quand tu grattes un peu et que tu regardes l'histoire, c'est un sport qui a eu beaucoup de vibrations françaises avec ce qui s'est passé à Nice, avec les belles épreuves qu'on a en France. Et quand tu regardes la majorité des athlètes étrangers, ce qu'ils veulent faire dans leur vie, c'est venir faire une épreuve en France. Je pense que c'est pas pour rien qu'Ironman avait effectivement choisi Nice pour les championnats du monde quand ils avaient dû les faire hors de Kona. Donc non, je pense qu'il y a vraiment une grosse population en France pour qui le triathlon voilà, est leur sport. Et effectivement, je pense qu'il y a encore plus de personnes en termes de pourcentage dans cette population qui aimeraient faire le Norseman. Mais comme tu dis, il y a cette règle en termes de préférence pour les Norvégiens. Bon, après, c'est chez eux, ils font ce qu'ils veulent au final. Mais je trouve que déjà, tu ne prends pas assez de crédit sur le fait d'avoir créé cette communauté-là, et une communauté qui vit comme
même après finalement le Northman, c'est quelque chose où les gens échangent et quand certains ont des courses et autres, il y a aussi des messages qui sont échangés. Donc ça, je trouve ça super cool. Ça permet aux gens de maintenir un contact par la suite. Et au-delà de ça, je savais pas qu'en fait les autres pays avaient 10% maximum, mais je trouve que le fait que tu réussisses à rassembler comme ça des personnes, dans ce cas-là des Françaises, on a l'impression qu'il y a une surreprésentation aussi. Mmh. Parce que les autres, ils sont finalement un peu éparpillés comme ça, Mmh. livrés à eux-mêmes, alors que toi, tu arrives quand même à regrouper ces gens-là. Donc du coup, forcément, on les entend plus, et on les voit plus. Et en tout cas, pour moi, ça représentait plus de 10% les athlètes français. Mais tu sais aussi, il y a une évolution avec maintenant ils ont un système de points, donc plus tu participes à leurs courses, plus tu participes à leurs challenges et autres, tu peux avoir des points. Et il faut être honnête, hein, alors il y a une grosse, ceux qui sont en haut du classement restent très souvent des anglo-saxons et autres pour des questions de budget, hein, parce que si tu veux faire des X3, on n'a pas parlé du budget, hein, mais un Norseman en termes de budget. Si on le facture le plus bas possible, hein, si on est vraiment le plus bas en se débrouillant et autres, il y a encore 1 an, 2 ans, on était autour d'un billet entre 5 000 et 6 000. Ouais. Voilà. Sans parler du matos, hein, mais juste pour le déplacement, les hébergements, la nourriture, l'essence, tous les frais qui sont vraiment liés au fait de déplacer minimum 2 personnes vers là-bas. Donc tu peux peut-être être un petit peu en dessous de 5 000, mais il y a des frais fixes qui sont quand même très importants. Et Ouais. après, un budget généralement habituel, tu es autour des 10 000. Ouais, ouais. Et ça inclut à la fois l'athlète et son support quand même. Exactement. D'accord, ok. Parce que la Norvège, ça coûte très cher, c'est un gros Ouais. voyage et c'est compliqué. Et pourquoi je parle de budget comme ça, c'est parce que de l'autre côté, les autres athlètes qui viennent d'autres pays, alors t'as des petits pays, hein, t'as des gens qui viennent, il y en avait un, je crois que c'était du Pakistan et autres, c'est aussi des histoires de vie, c'est fantastique. Hein. Mais il y a quand même aussi des gens qui ont des moyens. Et toi, tu as fait des triathlons aux États-Unis. Moi, j'ai eu la chance d'y passer aux États-Unis ou au Canada une partie de ma vie. Le truc, c'est que les budgets, sortir 20 000, sortir 30 000, sortir 40 000 pour venir faire 2-3 semaines en Europe, dont le Norseman, c'est pas un problème pour certaines personnes. Voilà. Et c'est des montants qui voilà, que moi j'ai vu des voitures de support qui étaient des voitures voilà, il y a eu une Ferrari une année en voiture support d'un athlète, hein. Donc Elle bon, n'était pas je adaptée pense à que la montagne, hein, celle-là, non? non. Je pense qu'il y avait un peu un côté blague, mais bon, voilà, il y a les budgets peuvent être conséquents. Ça veut pas dire que c'est pas impossible. Pour toutes les personnes qui écoutent, ne pensez pas que c'est parce qu'il y a un tirage au sort, c'est parce qu'il y a des points, c'est parce qu'il y a un budget que c'est pas possible de le faire. Moi, quand ça m'est tombé dessus, j'avais pas le budget, j'avais pas le support, j'avais pas l'entraînement, j'avais voilà, en 2019, la même chose en 2023. Quand je dis que je bosse dans une banque, je suis pas le patron de la banque, hein, je suis beaucoup plus bas dans l'échelle. Il se trouve que voilà, je travaille dans cet établissement parce que je suis pas trop bête et j'essaye d'avancer dans ma vie. Mais je suis pas riche. Donc, et j'ai connu beaucoup d'athlètes qui ont fait le Norseman et j'en connais beaucoup qui ont, voilà, c'est un vrai challenge. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que en fait, quand il y a quelque chose qui est important, et si vous avez l'occasion de pouvoir réaliser n'importe quoi dans votre vie qui est important, oui, ça va vous demander de faire des investissements. Oui, ça va être sans nul doute quelque chose qui est complètement à considérer. Mais par contre, ça va vous créer une histoire de vie et des souvenirs qui sont fantastiques. Alors peut-être que vous ferez qu'un seul Ironman ou un seul half ou un seul marathon ou un seul 10 kilomètres dans votre vie parce que vous avez soit pas le temps, soit pas le budget, soit... Mais par contre, ce que vous allez investir pour pouvoir réaliser ça, c'est un souvenir et c'est votre réussite qui a plus de valeur qu'une personne qui peut se permettre d'en faire 150 sans avoir à y penser. L'investissement, il est énorme et tout ça. Moi, là, tu vois, Tristan, quand il est venu, moi, je suis chapeau bas.
Et ce qu'il a fait pour participer au Norseman, l'investissement, le travail qui est fait sur place, la performance sportive. La performance sportive, Tristan, c'est un mec, c'est une carrure. Alors, dans ses bonnes années, quand il était super léger, oui, et autres, mais là, il est redevenu, voilà, c'est quelqu'un qui a du muscle et autres. Ce qu'il a fait en termes de performance, c'était vraiment impressionnant. Moi, c'est ça qui me plaît dans tous les athlètes, que ça soit Tristan ou n'importe qui. C'est de voir à quel point un être humain, quelqu'un avec qui tu discutes, quelqu'un que tu dis, bah, il est sympa et tout autre, on passe un bon moment mais comment l'être humain peut se transformer pour faire réaliser des choses aussi exceptionnelles. Et moi, il m'a juste scotché sur plein d'autres points. Ouais, c'est vrai qu'il avait laissé de côté le triathlon pour passer sur d'autres choses. Et quand on s'était revu là-bas après un moment, effectivement, il y avait eu un changement physique, quoi. C'était pas dit effectivement que voilà, ça allait aller vite sur le parcours. Mais je pense que c'est voilà, quand tu te prépares, quand tu as la motivation et quand tu voilà, a le drive pour faire ce genre de choses-là, je pense que c'est pas impossible. Et comme tu dis, les souvenirs que ça te crée, l'expérience que tu vis et les souvenirs que ça te crée, pour moi, c'est quelque chose qui a beaucoup plus marqué même qu'un Kona, qui est souvent, tu vois, le truc ultime que les gens veulent faire. Si je devais en retenir qu'un par rapport à tout ce que ça supposait, c'était le Norseman. Et en tant que, on a dit un mot tout à l'heure par rapport au support, mais l'expérience, elle est totalement différente, mais elle n'est pas moins bien en tant que support. C'est aussi quelque chose qui est assez exceptionnel. Parce que déjà, on a l'impression de profiter beaucoup plus du moment. T'es pas juste dans ta course, vraiment à pousser, à baisser la tête sur le vélo et à en chier après sur la course à pied. Tu as déjà quand même un peu plus de temps. Donc déjà, tu vois beaucoup plus ce paysage magnifique. Tu profites de ce qu'il y a autour. Et puis, il y a aussi beaucoup plus d'échanges avec les gens avec qui tu es. Et cet échange avec l'athlète. Donc, c'est aussi une expérience à part entière qui, au final, n'est pas moins bien que l'expérience que tu vis en tant qu'athlète. Et je ne sais pas si c'est mieux de le faire, enfin, demander à Tristan du coup, mais avant ou après, parce que moi je l'ai fait avant en tant qu'athlète et après en tant que support. Je pense que c'est peut-être, je dirais, si je devais choisir, je préfère le faire comme ça parce que du coup, t'as pas le spoil de l'avoir vu finalement de l'intérieur avant de le faire toi en tant qu'athlète. Mais c'est vrai que ça vaut la peine de s'investir un petit peu pour vivre cette expérience-là. Et si je devais en tout cas choisir entre voilà, un Ironman lambda, peu importe lequel, hein, on va dire, j'adore le Texas et je crois que c'est mon préféré finalement, le nombre de fois que je l'ai fait. Et d'ailleurs, je me suis inscrit pour l'année prochaine, mais Yes 5e fois. Mais et le Norseman, je pense que je choisirais le Norseman parce que voilà, il y a tout un tas de trucs qui ne sont juste pas présents voilà, une course à Redman ou autre, mais en tout cas même format, mais c'est quelque chose de différent. Pour finir sur le Norseman, tu parlais tout à l'heure un peu de la difficulté, tu vois, justement à obtenir son dossard. Est-ce que toi, tu aurais un conseil pour les gens qui justement se disent c'est l'enfer d'obtenir un dossard là-dedans? Est-ce que tu aurais un conseil, peu importe lequel, pour ce genre-là? Bah oui, hein, malheureusement, je suis obligé de. Alors moi, j'ai une vision. J'ai été pris au Norseman à 2 reprises par tirage au sort, donc je vais continuer à partir dans cette direction. C'est-à-dire que chaque année, je mets une pièce pour essayer. Hein. Mais en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, participer au Norseman, c'est possible, mais ça demande un temps et un investissement économique, parce que t'as deux, pour être très 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 technique. En tout, il y a chaque année autour de 350 dossards qui sont distribués pour le Norseman. Dans ces 350 dossards, il va y en avoir une centaine qui sont par ce fameux traditionnel concept du tirage au sort, avec un certain nombre de règles qui s'appliquent, pourcentage en termes de nationalité, pourcentage en termes de présence féminine. Donc ça, c'est un point.
Après, tu vas avoir une centaine de dossards qui sont attribués avec un système de X-Tree points. Donc, plus tu participes à des courses X-Tree, donc c'est le format extrême triathlon. Alors, pas tous les triathlons extrêmes sont dans cette organisation. Par exemple, le Patagonman, qui est au Chili, n'est plus dans la filière X-Tree. Mais un grand nombre de triathlons extrêmes y sont présents. Donc, tu as le Swissman, Icône. Cette année, il va y avoir la première occurrence de la course en France qui s'appelle Ascend, qui va être l'une des courses les plus exceptionnelles qui va arriver, parce que bon, j'ai plein de copains qui y participent, plus les organisateurs, je les ai rencontrés en 2025. J'ai pu leur partager toute mon expérience du Norseman et Clément et Céline vont faire quelque chose de fantastique avec Ascend. J'ai vraiment hâte. Donc il y a des courses comme ça où quand tu y participes, tu gagnes un certain nombre de points en fonction de l'appétence de la course. Est-ce que c'est une petite course, une grosse course? Et en plus, il y a des challenges que tu peux faire en ligne, en mettant un certain nombre d'activités. Si tu fais 8 heures par semaine, tu peux avoir tes points. Donc en fait, si tu as une stratégie, à quelques années, tu vas accumuler un certain nombre de points. Et avec ce certain nombre de points, tu rentres dans donc ces 100 dossards X-Tree. Et celui qui a le plus de points est sûr et certain, s'il s'inscrit pour le Norseman, d'avoir la place. Donc aujourd'hui, à date, la personne qui a le plus de points sur le catalogue s'appelle Olivia Detzel. C'est une athlète américaine qui a 1300 points, si ma mémoire est bonne. Donc ça peut vous dire le nombre de courses X-Tree qu'elle a fait et qu'elle a engrangé des points à droite à gauche. Mais en grosso modo, à date, en 2025, on était autour des 500 points X-Tree pour pouvoir participer au Norseman. Cette année, il y a de grandes chances qu'on monte à 600, 700. Qu'est-ce que ça représente 600, 700 X-Tree? Ça représente participer à 2 ou 3 courses partenaires, parce que en fait, par course X-Tree, tu as 200 points dans les petites courses, 100 points dans les grandes. Donc voilà. Donc en gros, si tu prépares ça sur 2 ou 3 ans actuellement, il y a des chances que tu arrives à la chose, mais c'est une question de budget, de préparation, parce que je vous ai parlé du budget pour le Norseman. Imaginez que le budget pour participer à des courses partenaires, il peut être aussi élevé. Et malheureusement, Ascend, qui est la course française, qui vous vous dites pratique, c'est pas loin et autres. Elle est complète cette année, hein, donc ils ont plus je crois ils vont avoir 300 dossards ou quelque chose comme ça. Et déjà, vu le nombre de personnes qui étaient intéressées par la course, dès l'année prochaine, dès 2027, ça sera aussi une course à tirage au sort. Donc voilà, faut aller sur les petites courses, les Griquiero, il y a une course au Monténégro aussi qui permet d'avoir des points. Donc voilà, c'est toute une stratégie. Et dernier point, et là, il faut qu'on soit clair, il y a des sponsors à cette course. Et c'est utile d'avoir des sponsors, parce que s'il n'y a pas de sponsors, il n'y a pas les fonds nécessaires pour pouvoir faire vivre ce qui est nécessaire en termes vraiment purement pratiques. Donc, il y a des possibilités aussi d'avoir des dossards via les sponsors. Toi, tu as participé à la team Surpass. Il y a une team aussi Zalaris qui a un peu moins d'athlètes. Donc, il y a des possibilités via ce moyen-là d'avoir des dossards. Il y a aussi la possibilité, s'il y a des très belles histoires, mais je vous parle pas, on n'est pas sur des questions d'histoire en mode communication. Toutes les histoires sont belles, voilà. Donc il y a pas d'assurance d'avoir ça, mais ils ont fait des projets où, par exemple, l'année dernière, il y avait un sportif norvégien qui est quelqu'un qui fait de l'escalade à la base, et ils lui ont donné un dossard pour qu'il réalise la course. Et c'est une personne qui a une chaîne YouTube à, je crois, 200 millions, d'abonnés. Donc voilà, le tirage au sort, les points X-Tree, les sponsors et quelques dossards en communication. Voilà. Pourquoi je vous partage tout ça? C'est parce que des fois, le Norseman, c'est source de ah là là, j'ai pas eu de dossard, je comprends pas, où j'ai eu l'occasion d'être confronté à une situation, j'ai pas eu de dossard noir, c'est pas fair play, les règles n'ont pas été respectées. Malheureusement,
il y a des choses qu'on rêve de faire, il y a des choses qu'on est légitime à avoir, il y a des choses qu'on mérite dans la vie, et pourtant on les a pas. Est-ce que ça veut dire que la valeur de la chose en est diminuée? Est-ce que ça veut dire que vous avez moins d'importance ou ce que vous avez réalisé, c'est pas aussi beau et puissant? Non. C'est juste que on est plusieurs milliards sur Terre et il y en a certains qui ont cette envie-là, il y en a d'autres qui voudraient décrocher un dossard pour l'UTMB. Tout n'est pas parfait. Continuez à rêver. Voilà, moi ça peut fonctionner, ça peut réussir, et le fait de rêver, c'est déjà une victoire et c'est déjà ça dit beaucoup de vous et merci et félicitations. C'est beau de vouloir faire le Norseman, de rêver, de pouvoir y participer, même si vous n'y arrivez pas. Sans vous, sans ceux qui n'ont pas la chance d'être dans le wagon, il n'y aurait pas cette responsabilité que moi là aujourd'hui j'ai de faire au mieux pour traiter dans les meilleures conditions et soutenir dans les meilleures conditions et partager mon rêve et faire que les gens soient heureux. Donc voilà, je partage avec vous mes victoires. Tu vois, quand j'ai terminé Roth en 9h30, après j'étais dans mon running club. À l'époque, c'était Optimistic Runner, une marque de sport, et puis maintenant c'est Oka. Et la première chose que j'ai fait, c'est aller voir des gens qui courent une fois par semaine, qui sont pas des grands sportifs, et leur dire que la médaille, mon succès, ma réussite, c'était en partie grâce à eux, parce que c'est eux qui étaient avec moi, c'est eux qui rêvaient, qui me regardaient en disant waouh, c'est fou ce que tu fais et autres. C'est grâce à eux que tu réussis des choses, même s'ils le font pas, même si ça prendra plusieurs années. C'est aussi les champions qui te font avancer. Voilà. Continuer de rêver, je pense que c'est une bonne note pour finir sur la page du Norseman. C'est une course qui se mérite, tout simplement, et comme beaucoup de choses dans la vie, parfois il faut être patient, il faut serrer un peu les dents, il faut être persévérant, résilient, et au bout d'un moment. Et merci d'avoir expliqué un petit peu les différentes manières justement d'avoir son dossard. Au bout d'un moment, il y a probablement une chance pour que les planètes s'alignent et que vous puissiez y participer. Mais en tout cas, c'est clairement, je crois que c'est un petit peu le mot de la fin sur cette partie-là, une course qui vaut la peine d'être vécue, et je suis sûr que tu me diras pas le contraire, que encourager tous ceux qui vont nous écouter à persévérer. Pour revenir un peu sur toi et boucler un petit peu cet épisode, cette année, tu prépares, je sais que tu as eu un petit passage difficile en hiver, mais là que tu revois un petit peu la lumière au bout du tunnel. Est-ce que tu as des objectifs pour cette année, ou comment tu vois 2026? Alors, non, j'ai des objectifs. Ouais, je suis allé très bas. J'ai eu une période où je préparais le marathon de Valence. J'ai fait une bonne préparation et puis à un moment donné, t'as 42 ans, donc des fois ça marche pas, et donc je me suis blessé. J'ai pas trouvé, on n'a pas vraiment trouvé avec les médecins, les docteurs, la vie de triathlète quoi. Mais pourquoi je vais pas bien? En fait, tu vas pas bien parce que tu as poussé ton corps, et puis au lieu de récupérer pendant une semaine, il va falloir 3 mois pour aller mieux. Donc compliqué, plus le boulot là où je suis, c'est un boulot que j'ai commencé l'année dernière. Donc tu passes d'un focus où tu partages ton temps avec l'aspect sportif à un focus qui est beaucoup plus pro. Et donc quand tu dois revenir sur le vélo, en course à pied ou à la piscine, c'est plus compliqué. Donc oui, cette année j'ai des objectifs qui sont simples. En fait, je fais des courses locales. C'est des courses où il y a pas beaucoup de monde qui sont inscrits. C'est des courses que j'ai déjà fait. Donc c'est une course à 1 heure de Berlin, dans le Spreewald, où il va y avoir au grand maximum 100 personnes sur le format half. Après, quelques semaines après, je vais faire un autre format half à 2 heures de Berlin, où la même chose, il y aura peut-être 150 personnes présentes. Et je termine avec le Berlin Man, qui est aussi un format half qui se passe à Berlin, qui a lieu tous les 2 ans. Et où il va y avoir peut-être 300 personnes ou 400 personnes sur le format half. Donc des tout petits trucs. Mais par contre, l'objectif, il est personnel. C'est comment je fais, alors que je suis pas un triathlète haut du panier. Hein. J'ai jamais fait de groupe d'âge podium ou autre. Je termine dans
les premiers 10% de la course, mais je suis pas à la compétition. Comment je fais pour encore progresser? Quels sont les leviers? Voilà. Et c'est pas un travail contre les autres, c'est un travail pour moi. Et il y a un truc que j'adore. Pourquoi je fais des petites compétitions locales et autres? Euh, Pourquoi on va sur des compétitions quand on va pas terminer sur le podium? Et pourquoi on s'investit pendant des heures d'entraînement juste pour se développer, pour avoir des meilleurs temps? C'est quoi la logique? Eh ben moi, ma logique à moi, c'est juste que le jour de la course, c'est un jour mais que j'adore. Je passe ma journée à passer un bon moment avec les gens autour de moi, à leur dire bonjour, à les encourager. Je suis le premier à encourager les bénévoles qui sont sur le bas de sur le côté de la route, à taper dans le dos d'un concurrent en le soutenant et autres. Je passe un super bon moment. Et pour pouvoir passer un super bon moment, ma responsabilité en tant que personne humaine, c'est voilà, je m'offre quelque chose ou j'ai la chance de participer à quelque chose, j'ai la chance de pouvoir faire un loisir. Essayons d'être au mieux de ce que je peux produire. Le faire en tant que touriste, très bien. Il y a des personnes pour qui ça fonctionne bien. Moi, j'ai un petit côté compétiteur, j'ai besoin de me challenger, il faut essayer de faire au mieux. Peut-être que ça sera pas bien, mais essaye de faire au mieux. Donc ouais, ça va être des courses locales et peut-être refaire un marathon en essayant d'aller chercher je sais pas, mais là je suis à 2h56, donc j'aimerais bien descendre vers les 2h54, 52, 50. On Sous les verra. 2,50, c'est faisable. C'est faisable. Ouais, je sais, je vois des temps tomber en ce moment, les gens m'impressionnent. Et il y a, donc sur les réseaux sociaux, on échange souvent. C'est un truc que je veux dire à tes auditeurs. N'hésitez pas. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous écoutez des podcasts, vous voyez passer des choses. C'est émerveillant. Les gens font des choses publiques. Moi, je publie quasiment rien parce que je sais pas le faire. Je sais pas le faire. J'ai pas réussi à le faire. Peut-être que ça viendra un jour, mais pour l'instant, c'est pas. Par contre, je suis sur les réseaux sociaux parce que ça me permet de voir ce que font les copains, de voir ce que font les gens que j'admire et autres. Et je mets toujours un cœur, j'envoie un message, je mets quelque chose. Parce qu'en fait, s'il y a quelqu'un à l'autre bout du téléphone qui a créé quelque chose, profitons-en pour dire merci ou profitons-en juste pour dire ouais, je t'ai vu, ça fait plaisir. Parce que voilà, dans une conversation, il n'y a rien de mieux que dialoguer des deux côtés. Donc sur les réseaux sociaux, allez-y, mettez un pouce, mettez un petit message, ça fait toujours plaisir et je peux vous promettre pour en côtoyer des gens qui le font, c'est un vrai boulot. Et c'est pas un vrai boulot dans le sens où c'est l'objectif d'être rémunéré, c'est un vrai boulot parce qu'en fait c'est un souhait de partager et c'est beau de partager. Non, bah écoute, je pense que c'est un beau message pour clôturer un petit peu ce podcast. Et en tout cas, Brice, c'était vraiment super sympa de pouvoir échanger un petit peu avec toi. On a fait un gros passage sur le Norseman, mais bon, je pense que toi comme moi, on s'y attendait nécessairement. On allait probablement y venir, mais franchement, c'était super sympa. Je te souhaite vraiment le meilleur pour 2026 pour revenir au niveau que tu souhaites, bien performer sur cette course-là, et puis si possible, taper un sub de 50 sur le marathon, que ce soit cette année ou la suivante. Ça sera beau à voir, mais vraiment un grand merci. Et pour tous ceux qui nous écoutent, bon, on mettra, même si voilà, t'es pas celui qui publie le plus, on mettra quand même ton contact Insta dans la description du podcast. Et pour tous ceux qui souhaiteraient peut-être avoir un peu d'infos ou quoi sur le Norseman, et en tout cas tous ceux qui certainement auront l'heure de ça, qui font partie de cette communauté francophone, n'hésitez pas à contacter Brice, parce que ce qu'il a créé, la communauté et toutes les informations qu'il partage, c'est vraiment une mine, et clairement ça enlève une grosse part de charge mentale et de stress dans la préparation de cette course-là. Merci beaucoup pour ça. Puis, nous on reste en contact et on verra où 2026 nous mène. Ouais, top. Merci Richard. Un vrai plaisir et je te souhaite le meilleur, et mon seul objectif c'est d'arriver à continuer à m'entraîner pour pas arriver trop longtemps après toi. J'ai pas envie que tu sois déjà changé dans la voiture avant que j'arrive.
Il n'y a pas de risque. Merci beaucoup, Brice. Allez, à bientôt. Merci à tous ceux qui sont encore là d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Sans Limite jusqu'au bout. Abonnez-vous au podcast et n'hésitez pas à le partager. Mais surtout, merci de mettre une note 5 étoiles avec un super commentaire pour aider à référencer le podcast, lui donner de la visibilité et nous motiver à continuer. Allez, à très vite.